locale. Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va, on va parler d'air, et oui, on va aérer. Les parents d'élèves alertent sur la qualité de l'air à l'école, et plus précisément dans les classes. Les bonnes pratiques de la période Covid sont d'ores et déjà oubliées, oui. Quel constat, quelles conséquences aussi sur nos enfants qui sont par définition plus vulnérables? Élément de réponse avec notre invité. Dans un instant, quelle obligation de contrôle? Quels sont les outils à installer au plus vite, si ce n'est pas le cas? Et surtout, quel est l'engagement de l'État sur ce sujet? Là aussi, on en parle dans cette émission. Il y a une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de la ville de Rennes, plutôt très concernée par la qualité de l'air dans ses écoles. On est au taquet à Rennes. On voit ça dans un instant. Bonjour Laurent Zamekowski. Bonjour. Oh, je l'ai bien dit. Enchanté, porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. La qualité de l'air dans les classes, c'est anecdotique ou c'est ô combien important? C'est effectivement très important, bien sûr. Je vais vous titiller avec l'anecdotique pour voir votre tête, Laurent. On n'en parle pas. C'est pour ça qu'on fait une émission aujourd'hui et que vous alertez notamment les pouvoirs publics et les écoles. Tout à fait. Effectivement, on avait espéré que suite à la crise sanitaire, cette question soit enfin prise en compte. Ouais. On avait pris des bonnes mesures. Alors, il y a eu des mesures, en tout cas, des annonces qui ont été faites. Après, les moyens n'ont jamais été mis en place. Mais pourquoi aujourd'hui la PEP tire la sonnette d'alarme? Parce que malheureusement, on continue de voir des situations, et notamment ce qui concerne déjà les bâtiments au niveau structurel. Vous savez que vous avez énormément de classes où on peut, soit les fenêtres, effectivement. Alors là, on a de l'aération parce que les fenêtres ferment mal et on se retrouve à avoir froid, notamment dans la période d'hiver. Mais à l'inverse, on a énormément de salles où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. On l'avait fait. Encore aujourd'hui? Bien sûr. Les travaux n'ont pas été entrepris. On a déjà énormément de choses qu'on a qui J'ai l'impression que vous parlez de mon école, mais bon, c'était il y a 40 ans. Donc si je vais voir dans mon école, les travaux ne sont pas faits, quoi. Allez voir les toilettes aussi, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Est-ce que ça a empiré, du coup, ces dernières années, la qualité de l'air? Et surtout, quel est le constat? De quoi on parle? Quelle est cette qualité de l'air? J'ai cru comprendre que la note était très mauvaise. En fait, il y a un problème au niveau des bâtiments, déjà. Tout simplement parce que les bâtiments sont vieillissants, ils ont été construits dans des normes qui n'étaient évidemment pas compatible avec la qualité de l'air qu'on pourrait espérer pour nos enfants. Et effectivement, plus le temps passe, plus ces bâtiments deviennent vétustes, et plus justement on est face à des fenêtres qui ne se peuvent pas s'ouvrir, ou d'autres situations, des aérations qui sont censées être vérifiées entre... Les fameuses VMC. Mais on se rend bien compte que c'est forcément pas tout à fait aussi fonctionnel que ce qu'on pourrait nous le dire. C'est pas la priorité. Et s'agissant des habitudes, parce qu'on le sait, depuis la Covid-19, on a rappelé l'importance d'aérer les classes. Est-ce que depuis, les mauvaises habitudes ont repris le dessus? Alors, il ne faut pas dire mauvaises habitudes. Je crois qu'au final, on fait un peu ce qu'on peut. Vous vous doutez bien que l'aération en été, c'est relativement facile. Là, on arrive dans une période, déjà en automne, avec un petit avant-goût hiver. Vous doutez bien que les enseignants ont froid, les enfants ont froid. C'est évidemment qu'on fait des économies d'énergie en plus. Il y a également ça, effectivement. Oui, puisqu'on a déjà eu plusieurs alertes sur le côté énergétique. Donc on ne peut pas forcément considérer les choses de manière générale et se dire que les mauvaises habitudes sont revenues, mais effectivement, on n'a pas réussi à vraiment en avoir le bénéfice. Et aussi, on avait espéré qu'on puisse avoir notamment des petits détecteurs des thermomètres un peu spéciaux ou c'est encore autre chose, ça? Alors c'est une espèce de thermomètre, ça détecte en fait la concentration en dioxyde de carbone dans la salle et ça vous alerte sur le fait qu'il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre. Par exemple, dans la salle où nous faisons le Conseil supérieur de l'éducation, au ministère, cette salle est équipée comme ça. Et parfois, ça sonne et là, on doit ouvrir les fenêtres. Tout bêtement, quand vous êtes enseignant, vous êtes en train d'enseigner, vous êtes en train de transmettre les savoirs aux élèves, on peut oublier à un moment d'ouvrir la fenêtre à temps. Et c'est vrai que d'avoir ce détecteur permet d'aider l'enseignant à le faire au bon moment. Mais tout à fait comme aujourd'hui, par exemple, il est obligatoire d'avoir les détecteurs de fumée dans les appartements. C'est obligatoire. Pourquoi pas ça? Mais ça, on parle d'un gros investissement pour avoir ces détecteurs? Non, c'est on va dire, même une version connectée d'une marque française, on est autour de 70-80 € sur une version grand public. D'accord. Donc vous doutez bien. Alors bien sûr, si vous devez équiper toutes les classes
de toutes les écoles, et toutes les collèges et lycées, ça fait beaucoup d'argent au final, bien évidemment. Quel risque pour nos enfants? On sait que ce sont des êtres forcément plus vulnérables que les adultes, que les poumons sont en pleine maturation. Ça peut provoquer quel type de pathologie pour nos enfants? Déjà, tout simplement, lorsque vous arrivez dans les périodes hivernales, que les enfants sont malades, ils se mettent tout simplement. Vous voyez bien les transmission des virus déjà. Virus, par exemple les retours de bronchiolite, etc. On l'a vu par exemple pendant la période de la crise sanitaire. Toutes les petites maladies, les bronchiolites, etc. avaient quasiment disparu. Et elles sont de retour. Mais c'est purement mécanique, hein. Je veux dire, voilà, les enfants sont ensemble, et c'est vrai que... Moins aéré, plus de lavage de mains, tout le monde tousse et c'est pas aéré. Voilà, déjà pour le lavage de mains, il faut avoir du savon, ça manque toujours. Voilà, parce qu'effectivement, on nous reproche toujours de dire que les enfants jouent avec le savon, donc on le retire. Et puis après, il n'y a pas de véritable suivi au niveau des toilettes. Parce que là, effectivement, la qualité de l'air, c'est important, mais aussi le suivi de l'aspect sanitaire aux toilettes. Et pas que sanitaire, aussi sécurité, parce que les toilettes sont aujourd'hui quasiment une zone de non-droit. Et à plus long terme, ça peut impacter, ça peut impacter les performances scolaires des élèves? Ça joue sur la concentration, bien évidemment. Puisque justement l'oxygénation des poumons est nécessaire pour pouvoir réfléchir. Alors plus de dioxyde de carbone dans la classe et du coup forcément le niveau de concentration qui baisse, il y a un lien direct. Ça endort aussi un peu. Le côté étouffant. De toute façon, c'est la réaction naturelle du corps. Je veux dire, si vous avez moins la capacité d'oxygéner le cerveau, votre attention est d'abord troublée, et dans un deuxième temps, vous commencez à avoir envie de dormir, ce qui est tout à fait logique. Quand vous manquez d'air, c'est ce qui se passe. Mais pourtant, Laurent Zameckowski, il me semblait qu'il y avait une obligation de surveillance. On en est où? Qui date de 2022. Ça fait 2 ans déjà? Tout à fait. D'accord. Que dire? Non, mais j'ai compris. Le silence est dehors, parfois, j'ai compris. Il y a des obligations aussi en ce qui concerne l'amiante et ainsi de suite. C'est pas... Et est-ce que c'est aussi mal pris parce que ça provient de la PEP? Quand la PEP dit des choses, est-ce qu'on a tendance à... Non, alors on n'est pas les seuls, et puis en plus de ça, généralement, on a toujours des attitudes constructives. On n'est pas dans une logique fermée où on n'entend rien. On est bien conscient. Une force de proposition. Exactement, et surtout, ce qui est souvent un peu dommage, c'est lorsqu'on a une fin de non-recevoir, malgré la loi, et qu'il y a une politique de l'autruche. Dès le moment où on est dans une situation où il y a un dialogue, où on peut discuter, on peut aussi être compréhensif et qu'on puisse avoir une espèce de plan de montée en puissance, mais que c'est pas tout simplement enterré, bien évidemment, on est... C'est une sorte de négociation, et pourtant il y a quand même un objectif commun, c'est quand même le bien-être des élèves. On parle même, il y a quand même une dimension santé aussi. Vous vous rendez bien compte qu'il y a plein... Ça coûte plus cher même, je sais pas. Il y a plein de choses au niveau de la santé qu'on a tendance à minimiser. Je vais même faire un parallèle un peu dur, mais vous vous rendez bien compte aussi, par exemple, sur le harcèlement, comment on minimise encore aujourd'hui, comment les mentalités ont besoin d'évoluer. Donc vous doutez bien que la qualité de l'air, après tout ça, ça semble très dérisoire pour eux. C'est aussi parce que c'est pas visible. Ça aussi, c'est une difficulté. Sans doute, mais pour faire monter, si je puis dire, le sujet, nous on en parle. Mais... c'est plus difficile à mesurer, bien évidemment, pas bien sûr les concentrations, on les mesure dans les salles, mais l'impact direct, et surtout on a tendance à le minimiser. Je veux dire, aujourd'hui par exemple l'écologie est de plus en plus au cœur des préoccupations. Il n'y a encore pas si longtemps, on parlait aussi le réchauffement climatique, etc. semblait être une espèce de mythe, voilà, et on en est toujours là sur la qualité de l'air quelque part. Il n'y a même pas une véritable mauvaise volonté, mais tout simplement... Ça passe après, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les recommandations en matière de qualité de l'air intérieur, les points phares? Alors, bien évidemment, il faudrait que, dans l'idéal, qu'on puisse revoir et refaire, ou quasiment même certains, reconstruire tous les bâtiments. Il y a une véritable question autour de ça, notamment tous les bâtiments d'enseignement. Il y a eu aussi une aide de l'État qui a été donnée pour justement moderniser ou refaire les établissements, qui est très petite par rapport aux besoins de reconstruction ou de construction des bâtiments. Mais dans un premier temps, finalement, c'est un peu ce qu'on avait demandé lors de la crise sanitaire, c'est ces petits détecteurs, tout simplement, pour aider justement à avoir le geste d'aération et bien évidemment un entretien
minimum, on puisse ouvrir les fenêtres. Ouais. Enfin, finalement, notre demande, elle n'a pas beaucoup évolué depuis la crise sanitaire. Ouais. Si simplement ce qu'on avait pu apprendre pendant la crise sanitaire puisse évoluer, enfin être assimilé, et donc on ait pu évoluer au moins. On n'a pas capitalisé là-dessus, c'est quand même. On aurait pu au moins gagner un peu de temps pour justement toute cette mécanique de rénovation des bâtiments. Et en arriver là, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de continuer de sacrifier des générations au fur et à mesure. Mais du coup, la faute à qui? Est-ce qu'on s'en prend au professeur ou est-ce que c'est une tâche supplémentaire pour le ou la professeur? Parce qu'il en incombe au prof, du coup. Oui, voir la fenêtre. C'est un truc en plus? Déjà, c'est un truc en plus, mais c'est pas seulement ça. Bien sûr, c'est son intérêt. Mais enfin, je veux dire, là, vous êtes en train de faire cette émission. Tout d'un coup, est-ce que s'il y a des problèmes d'aération, c'est vous qui allez vous lever pendant l'émission et ouvrir la fenêtre? Il y a peut-être un moment aussi, il faut peut-être un peu d'aide. Le détecteur. Quand il y a des problèmes de clim, c'est moi qui y vais. C'est vrai, c'est vrai en plus. Ou Alix. On se regarde, on fait OK, c'est toi. Non, mais c'est vrai que c'est un investissement, ces détecteurs, sur l'ensemble des classes. Parce qu'en fait, là, nous, on a vu des situations où on avait un détecteur par école. Donc vous doutez bien. Et le météo, du coup? Ah, puis il se baladait. Ah, il se le prête? Voilà. D'accord. C'est pas fonctionnel, je veux dire, vous doutez bien, je sais pas, vous mettez un détecteur de fumée, vous en mettez pas un par pied, enfin par appartement, vous en mettez dans certaines, ça dépend de la taille, etc. Donc il y a une logique, un minimum pour que ça puisse fonctionner, et pas juste donner bonne conscience. Et ces capteurs, ça implique une formation pour les professeurs? Non. C'est très intuitif. Généralement, vous entendez bip, et vous ouvrez la fenêtre. C'est aussi simple que ça, quoi. Bah oui. Aujourd'hui, quel est le moyen le plus efficace peut-être pour sensibiliser le plus grand nombre? Est-ce que c'est une campagne de communication? Vous demandez quoi concrètement à l'État, au-delà des budgets, au-delà des finances, au-delà de l'argent? Déjà, on voudrait éviter d'arriver vers des drames. On a déjà eu, il n'y a pas si longtemps, une école qui avait dû être évacuée parce que les élèves avaient eu des malaises. Ah oui. On n'a jamais vraiment trouvé l'origine de la situation, etc. Mais vous vous doutez, quoi. Voilà. Donc ça, c'est accidentel. C'est pas qu'une question de qualité d'air. Mais forcément, vous vous doutez bien aussi qu'on découvre au fur et à mesure les impacts. Par exemple, on parle de la cigarette, enfin, on parle de plein de choses qu'on voit a posteriori. Et quelque part, le mal est fait. Donc ce qu'on voudrait, c'est effectivement avoir un principe de précaution et effectivement avoir peut-être moins dépensé sur les uniformes pour les écoles, pour les élèves et peut-être un peu plus pour leur santé. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur des études françaises, étrangères pour étayer justement vos propos et faire prendre conscience aux autorités? Alors les études, après, il y en a plein, il y en a beaucoup qui servent à caler les bureaux, enfin, c'est plus compliqué maintenant parce que c'est en PDF. Mais disent toute la même chose? Il y a forcément de manière plus ou moins importante un effet, en tout cas déjà sur la concentration et sur la transmission des maladies bénignes. C'est l'heure de la loupe. Charles Laurent, et la loupe, c'est avec la Mielix. Et on se concentre, ma chère Alix, sur la ville de Rennes, pleinement engagée pour assurer un air de qualité dans ses écoles. Oui, on peut même dire que la ville de Rennes est à l'avant-garde. Depuis plus d'une décennie, Rennes a mis en place une série de mesures pour améliorer la qualité de l'air dans ses écoles. On a des thermomètres là-bas, c'est ça? Eh plus que ça, on a des capteurs avec un plan d'action en cours jusqu'en 2026. Il comprend la réhabilitation des bâtiments anciens, la construction de nouvelles écoles et l'utilisation de matériaux non polluants. En atteste par exemple la nouvelle école Toni Morrison, située dans un quartier où la circulation est très dense. La disposition des salles de classe a été pensée de façon à réduire l'exposition à la pollution extérieure tout en favorisant une ventilation naturelle. Depuis 2015, Rennes va encore plus loin avec son programme ambassadeur. Ce projet invite les élèves, le personnel éducatif et même les habitants à participer en mesurant eux-mêmes la qualité de l'air à l'aide de capteurs de dioxyde de carbone et de dioxyde d'azote. Ces données permettent d'identifier les zones à risque et d'adopter des comportements plus respectueux comme l'aération régulière des locaux. Rennes mobilise également tous les services concernés dès la conception des bâtiments. La ville intègre des normes strictes sur les peintures, le mobilier et les fournitures scolaires. Une démarche collective qui démontre qu'il est possible de contribuer à créer des environnements sain. Laurent, ça donne quand même de l'espoir, ce genre d'initiative de la part d'une ville. Ce sont les Bretons. Hein. Ce sont les Bretons. On peut dire que c'est une ville modèle. Exactement, mais ça ne m'étonne pas de nos amis bretons. Et effectivement, vous voyez aussi que c'est une école qui est nouvelle. Donc les normes de construction ont évolué, elles ont été appliquées, donc c'est effectivement beaucoup plus simple. Mais ça part aussi d'une prise de conscience et que la mairie a choisi en tout cas justement, ça veut dire que de ce côté-là. L'action va se faire localement.
Il ne faut pas attendre que ça vienne verticalement de l'État. Ça ne viendra pas verticalement. Ça va venir de la base. Parce que ça relève des collectivités locales. Donc, pour les écoles élémentaires et maternelles, ça dépend de la municipalité. Pour les collèges, du conseil départemental. Et pour les lycées, du conseil régional. Quels sont les autres combats de la PEP en ce moment? Il y en a beaucoup. Celui-ci est une priorité, on l'a bien compris. Quels sont les autres? Déjà d'avoir des enseignants devant tous nos élèves. Ça, c'est quand même la priorité. Parce que vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez. Si vous n'avez pas d'enseignants, on ne va pas aller très loin. Vous avez des retours d'expérience et vous avez un premier constat, puisque la rentrée est passée? Oui, malheureusement, c'est une rentrée un peu comme les autres, mais on s'y attendait. Je veux dire, c'est pas la situation. Les miracles ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Il y aura peut-être l'année prochaine les effets du fait d'avoir ramené justement au niveau de la licence et puis au niveau du master 2. Donc peut-être que on aura déjà un premier effet de ce côté-là, mais c'est des effets, enfin c'est une mécanique un peu sur le long terme qui est nécessaire certes, mais qui ne résout pas les problèmes actuels. Et on se trouve aujourd'hui, alors avec des postes encore manquants, malgré les efforts. On sait que l'éducation nationale fait ce qu'ils peuvent pour y arriver. Mais c'est pas comme si on avait des enseignants et qu'on les stockait dans un coffre-fort comme une denrée rare qu'on ne veut pas partager. Malheureusement, il y en a pas. Après, l'autre point, pas pour lier justement à la santé, mais qui rejoint aussi celui de la sécurité que j'ai pu évoquer, c'est la question tout simplement de l'hygiène des toilettes. Et c'est vrai que par exemple, aujourd'hui, la surveillance des toilettes, aussi bien pour changer le savon, le papier toilette, éviter aussi les dégradations, c'est aussi pour éviter des actes de harcèlement, voire... C'est ça, il y a une dimension hygiène, une dimension effectivement santé, et une dimension également sécurité. Voilà, et on retombe un petit peu sur le problème du manque de personnel. On manque aujourd'hui donc d'enseignants, mais on manque aussi de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, on manque d'assistants pour les AESH, les assistants élèves en situation de handicap, mais aussi les AED, les assistants d'éducation, qui permettent aussi justement d'avoir un meilleur maillage pour assurer mieux la sécurité et aussi le climat scolaire. Donc sans tout ça, effectivement aujourd'hui c'est bien compliqué. Et s'agissant des contractuels qui se retrouvent propulsés devant des classes parfois un peu désarmées, est-ce qu'ils sont mieux formés aujourd'hui? Alors, étrangement, depuis les fameux speed dating... Speed dating, on s'en souvient. Parce qu'en fait, on se retrouvait à l'époque avec des contractuels qui parfois n'avaient qu'une heure, voire une demi-heure de formation. Le speed dating a amené à 2-3 jours. Vous vous rendez compte de l'augmentation énorme. Il ne faut pas se leurrer aussi. Il y a des contractuels qui sont très bien. Il y a des gens qui ont une vraie... Même s'ils n'ont pas été formés, ils ont une véritable envie, une passion. Oui, il y a une appétence. Une appétence. Il y a peut-être... c'est quelque part inné pour certains. Et puis pour d'autres, c'est très compliqué. Et effectivement, là, on peut se retrouver dans des situations assez complexes, avec des personnes qui n'ont même pas les prérequis. Pourtant, il est censé avoir, bien sûr, là on est censé avoir, je crois, un niveau Bac plus 3 en primaire et Bac plus 4 en secondaire. Mais c'est pas suffisant. Je veux dire, la pédagogie, gérer une classe, je crois que déjà, nous les parents, on a vu ce qui s'est passé avec nos propres enfants lorsqu'on faisait la classe à la maison pendant la crise sanitaire. Je vous invite tous aussi à aller tenir, ne serait-ce que quelques heures, une classe soit d'ados à 35 ou même 25 jeunes enfants, c'est pas simple. Donc il faut aussi comprendre que c'est pas toujours aussi évident et qu'il y a des difficultés. Il faut qu'on arrive peut-être à tous ensemble faire en sorte que ça se passe bien. Nous on voit que les écoles où les parents d'élèves et les enseignants travaillent la main dans la main, se font confiance, se parlent, communiquent, ça fonctionne. On a envie de mettre nos enfants là-bas. C'est encore possible ? Et les enseignants ont envie de venir travailler là-bas. Que vous disent les profs en ce moment? Comment vous les sentez? Il y a tout. Bien sûr, je pense qu'il y a aussi une forme d'épuisement. On leur demande beaucoup de choses et ils n'ont pas toujours ce sentiment d'être reconnus. Donc forcément, il y a pour certains une forme de saturation. Là, on a parlé donc de la qualité de l'air, mais il y a les questions de l'inclusion, la question du harcèlement. Alors, il y a beaucoup de choses et ça devient difficile à intégrer tout ça. Vous avez aussi la question de la formation des enseignants, mais quand en théorie vous faites former sur vos heures de travail, sauf que quand vos heures de travail c'est face aux élèves et quand il n'y a pas d'enseignants, nos enfants ils se retrouvent en primaire ventilés dans les autres classes ou gardés à la maison. Voilà, tout ça est on voit les fameuses 12 millions ou 20 millions, je sais plus, d'heures perdues chaque année. Malheureusement c'est pas acceptable et on se retrouve à nouveau sur le problème de base qui est le manque d'enseignants. On a commencé l'émission bien sûr en parlant de la qualité de l'air dans les classes.
et c'est très mauvais, on l'a compris. Quelle est la position de la PEPS sur les écoles à ciel ouvert? C'est vrai qu'on en a parlé récemment dans une émission avec Alix. Quel est votre sentiment? Est-ce que c'est un axe de progrès pour l'école de la République? L'école à ciel ouvert. Oui. C'est comme tout, en fait. Si vous mettez les moyens et que vous avez l'adhésion des enseignants, ça se passe bien. En fait, il y a des tas de projets qui permettent de faire progresser l'école, d'entraîner un petit peu les équipes pédagogiques, les élèves, la direction. Est-ce que vous parlez de tous ces établissements qui sont très vétustes, effectivement, qui datent des années 70-80 pour beaucoup, qui sont parfois rénovés, mais pas suffisamment. Et c'est vrai que l'une des solutions, l'un des axes de progrès, c'est peut-être de sortir plus ces élèves et de les emmener faire cours dehors, que ce soit en forêt ou que ce soit même dans la cour de récréation. Vous notez bien aussi que dans certaines régions, en plein hiver, c'est peut-être moins facile. Allez dire ça aux Scandinaves. Ils disent qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. C'est vrai. Bon, pas forcément. Alix. Et oui, est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi, pour en revenir à la qualité de l'air, d'impliquer aussi les parents et de créer un espèce de cercle vertueux en tant que professeurs, élèves, parents, que tout le monde s'éduque collectivement? Alors, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où les parents sont très mobilisés sur cette question, d'autres moins, parce qu'il y a d'autres soucis. Et que, effectivement, on était obligé de prioriser. Et on n'arrive pas à être sur tous les fronts. Il ne faut pas oublier que les parents, ils ont aussi... Il n'y a pas que la vie bénévole où ils vont s'impliquer pour l'école, mais ils ont aussi le fait de devoir tout simplement travailler pour payer des fins de mois parfois très difficiles. Il y a une charge aussi, on parlait de la charge qui portait sur les enseignants, mais il y en a une grosse aussi sur les parents. C'est peut-être aussi pour ça que parfois il y a des situations un peu tendues, parce que tout simplement les gens sont fatigués et on essaye de faire de notre mieux. Mais on vous appelle souvent pour faire de la médiation? Comment ça se passe? Oui, on essaye justement. Vous savez, souvent il y a des conflits qui viennent de la mécompréhension, donc d'un manque de communication, d'un manque d'information. Et c'est vrai que quand on explique mieux, aussi bien aux enseignants qu'aux parents qu'à la direction, et qu'on se parle, et qu'on a un peu moins peur on arrive justement à vraiment améliorer les situations. Quand on est tous un petit peu campés sur nos positions, parce que quelque part on est un peu sur la défensive, peut-être souvent par des mauvaises expériences, que ce soit du côté enseignant ou du côté des parents, ça arrive. Il ne faut pas faire de généralité. Et heureusement, il y a des gens bien partout, et il y a des gens qui sont un peu moins bien aussi partout, c'est comme ça. On essaye tous aussi en s'entraidant, et en faisant justement marcher la solidarité, qui n'est pas quelque chose d'optionnel, mais surtout nécessaire, parce qu'on vit tous ensemble, et qu'on le veuille ou non, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Plutôt que d'être dans une situation un peu complexe. Par exemple, souvent des parents d'élèves me disent moi je n'ai pas forcément besoin de m'impliquer parce que mon enfant travaille bien. Je réponds je comprends bien, mais est-ce que dans la classe ça se passe toujours bien? Et est-ce que peut-être ça ne serait pas l'intérêt de votre enfant, votre direct, que le climat de la classe soit bon, donc favorable aux enseignements, plutôt qu'une situation de classe plus compliquée? Et en vous impliquant, vous pouvez justement participer à améliorer ce climat scolaire. Justement, quels sont les leviers pour bonifier, pour optimiser, si je puis dire, le climat scolaire qui est parfois, vous l'avez rappelé Laurent, parfois très tendu, quoi? Bien sûr, après, tout simplement, c'est de se parler. J'ai commencé tout simplement à sortir de ces postures, d'arrêter d'avoir peur des autres, quels qu'ils soient, et de se parler, de communiquer, apprendre à se connaître. À partir du moment où on commence à se connaître, ça devient beaucoup plus simple. On arrive à on sait très bien qu'on a tous nos limites, on vient tous de points différents, on vient avec nos bagages, et partageons. Je veux dire, on peut s'enrichir les uns des autres, et en se parlant au maximum, on arrive à avancer. On voit des parents se prendre la tête sur même les fameuses boucles WhatsApp maintenant, parce qu'il y a des boucles WhatsApp partout, pour chaque école, pour chaque classe, pour la direction, pour tout. C'est comme tout, je veux dire, si c'est modéré, si les gens vous faites... C'est des boucles WhatsApp, quoi. Oui. Ça sent le vécu, ouais. Même à 3 ans et 5 ans, tu sens que... Waouh. Il suffit d'une personne pour qu'une boucle WhatsApp soit complètement... Tiens, je m'ennuie aujourd'hui, je vais mettre un petit sujet un peu sur la boucle WhatsApp, c'est parti. Mais après... Aussi, il y a des boucles WhatsApp qui sont constructives, où on arrive à modérer. On a expliqué en amont aux gens, justement, que s'il y a des sujets particuliers, on peut les traiter à côté et pas forcément faire du déballage devant tout le monde. Parce que, certes, il y a la liberté d'expression, mais comme on dit, c'est les déclarations des droits de l'homme. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, il faut respecter les autres. On peut avoir nous-mêmes un sujet qui est important pour nous,
mais qui ne peut pas prendre une place surdimensionnée dans une... Qui n'a pas un impact sur la communauté parents, quoi. Tout à fait. Et sur la question du harcèlement, vous sentez les parents plus concernés globalement ? Oui, les choses évoluent. De toute façon, il y a une campagne de communication qui nous permettent de faire évoluer les situations. Le véritable problème, de toute façon, c'est l'évolution des mentalités. Il faut qu'on arrive à plus sous-estimer ou, dans certains cas, surestimer aussi. Ouais. Il faut comprendre, essayer pareil, on revient sur une question de dialogue avec son enfant. Oui, ça peut arriver, notre enfant peut être harcelé, on peut mettre des années à s'en rendre compte, malheureusement. Et puis à l'inverse, on peut avoir aussi un enfant harceleur. Oui, et puis aussi, tout bêtement, une forme de harcèlement passif, puisque quand vous êtes témoin de cette situation et que vous n'agissez pas, eh ben, vous avez votre part de responsabilité aussi. Enfin, dernière question, Laurent, l'instabilité politique au ministère de l'Éducation, est-ce que c'est un sujet ou pas ? En termes de continuité, où au final les ministres passent et vous ne voyez pas la différence. La mécanique de l'éducation. J'ai failli le dire. Alix, j'ai failli y aller. T'as vu ? C'est pour toi. Vous savez, certains professeurs ou certaines associations nous disent que si, c'est pas anecdotique, c'est important. Parce qu'effectivement, voilà, il y a certains ministres qui peuvent donner sa vision et une véritable dynamique qui va peut-être pas forcément dans le sens des associations, des professeurs, tout ça. Donc, mais vous me dites... Alors, on va dire de manière globale, oui, forcément, c'est important de sentir un gouvernement qui est engagé notamment sur la question scolaire, un ministre. On a vu différents ministres succéder. Certains étaient mieux communicants que d'autres. On voit aussi que... mieux communicants, mais pas forcément plus efficaces, c'est ce que vous me dites, si je traduis. Alors après, si vous reprenez les ministres depuis, non pas quelques années, mais plusieurs dizaines de décennies. D'accord. Vous vous rendez bien compte que finalement, la situation a glissé. Aujourd'hui, c'est pas le fait du dernier ministre en date. C'est quelque part collégial. Cette situation, elle n'est pas nouvelle. Elle n'a fait qu'empirer. On n'a pas réussi à endiguer cette situation. Donc, il faut aussi prendre un peu de recul. Et c'est notre cas, la PEP. Je veux dire, quelque part, peu importe le ministre, nous, on discute avec une fonction qui a des propositions sur lesquelles on va discuter et essayer de trouver ce qui est le mieux pour l'intérêt des élèves. Donc nous, on est vraiment dans une logique de force de co-construction. Bien évidemment, là, sur la rentrée, l'absence de, entre guillemets, de ministre officiellement nommé, envoyait pas forcément un bon message. Mais dans la réalité, la rentrée, elle est prévue depuis bien longtemps. Je veux dire, et puis il y a une mécanique. Je veux dire, il y a tout un système. Mais au final, c'est eux les vrais décideurs. C'est avec eux qu'il faut discuter. On voit souvent que l'administration en France, qu'elle soit à l'éducation nationale ou dans d'autres ministères ou dans d'autres, ou la sécurité sociale ou d'autres comme ça, eux ils passent et nous on reste, ils disent d'ailleurs. Voilà. Pour reprendre ce que tu disais. Et je crois qu'on est peut-être aussi en train de mourir de ça, parce que cette administration qui est considérée par beaucoup comme maltraitante, elle se considère elle-même comme maltraitée. Donc on est dans une situation un petit peu terrible où finalement la souffrance est de part et d'autre et on est un peu comme une espèce de bateau ivre et quels que soient les gouvernements qui essayent de maîtriser, alors pour parler de l'éducation nationale, le fameux mammouth de Claude Allègre. Mais il n'y a pas que là. Je veux dire, c'est totalement illusoire de penser que la situation de l'administration de l'éducation nationale soit la seule. Et beaucoup aujourd'hui, quand vous vous rendez bien compte qu'on envoie des grosses réformes comme ça, et puis qu'au final, il y a un filet d'eau qui arrive au bout, vous dites qu'il y a quand même un souci aussi de perte en ligne qui est majeur, et donc il y a une nécessité de revoir un petit peu le fonctionnement, aussi bien pour le bien-être de ceux qui font cette administration que pour ceux qui, entre guillemets, le subissent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu nous voir ce matin. Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération des parents d'élèves, et de l'enseignement public. On espère vous revoir très bientôt. On fera un petit point sur la qualité de l'air, et pas seulement. Alix, on se retrouve demain pour un nouveau numéro du MAG. Ciao. Le MAG vous a été présenté.